de retour avec maintenant David Brunel. Bonjour David, comment vas-tu? Salut Stéphane, très bien. Et toi? Ben, très bien, merci. Merci encore d'avoir accepté mon invitation. Je t'en prie. Euh, c'est top de t'avoir. On va pas se le cacher. On se connaît depuis un petit moment. On a eu l'occasion de travailler ensemble. Et ben, bienvenue au Sommet Authentic Learning. Ben, on va démarrer tout de suite avec une question relativement simple, David. Peux-tu te présenter? Ah, je suis enseignant-chercheur. Je suis rattaché à un labo qui s'appelle CRISE à Montpellier. Et mon domaine de recherche, c'est des questions de représentation suite à l'acte de création, côté art. Donc, il y a le créateur qui produit quelque chose, qui fait acte de représentation. Il y a le regardeur qui, lui, fait sensiblement une chose toute proche. Donc, c'est une espèce de stéréo de la représentation que j'interroge. Et souvent, on appuie sur un médium particulier qui est la photographie. Voilà. Et les outils que j'utilise, moi, se situent entre philosophie esthétique, poésie, ontologie, euh, psycha. Psychanalyse, ouais, ce sont les outils que j'utilise. Et donc, le domaine, c'est la recherche, l'enseignement et de mon côté aussi la créa avec l'écriture. Eh, Voilà. génial. Alors justement, philosophie esthétique. Bon, je suis pas sûr que ça parle à tout le monde. Euh, Tu peux nous en dire plus? Et puis, est-ce que tu peux nous dire aussi comment toi, tu es arrivé vers qu'est-ce qui t'a attiré en fait dans ces domaines-là? Ça fait deux questions, ça. Je vais commencer Oui. par la dernière. Je vais commencer par la dernière. Je pense que j'ai pas été attiré, pour être honnête, et sans vouloir jouer au plus malin. Je pense que c'est ce lieu-là, en fait, qui m'a attiré. C'est-à-dire que c'est comme un plat, en fait. Il y a des choses qu'on goûte et qui plaisent, il y a des choses qu'on goûte et qui plaisent pas forcément, ou on n'y revient pas. Et là, il y a eu des affinités, en fait, qui se sont manifestées assez vite, assez clairement, assez rapidement. Ce sont des choses, en fait, qui sont, qui créent une espèce de bien-être. Je me retrouve avec des domaines euh, des humanismes en fait, dans lesquels tout simplement je me sentais bien, j'avais l'impression ouais, il y avait une espèce d'osmose, une espèce d'accroche, quelque chose qui devient moteur. Et après, quand il y a quelque chose qui est moteur, en général, euh, ouais, suivre cette marche-là, c'est super important, en ce sens que ouais, ça crée un mouvement, quoi, ça crée un élan. Et donc, si je reviens à la première question, l'esthétique, côté philo, c'est, on va dire, une science qui a deux branches pour aller vite. Il y a un pan qui est complètement normatif, c'est-à-dire que les choses sont belles parce elles répondent en fait à des canons, elles répondent à des règles. C'est carré, vissé, orchestré. Il y a un cahier des charges en fait à tenir, et à partir de ce cahier des charges, c'est un peu comme un costume étriqué en fait. À partir de ce cahier des charges, quand on connaît les règles, on peut dire si la chose est belle ou pas. Ça, c'est un registre de beauté qui serait plus du côté antique, éminemment platonicien. Et puis après, l'esthétique, après certains penseurs comme Hume, Leibniz, comme Kant, il y a une approche en fait de la beauté qui inclut la subjectivité. Donc là, le costume est beaucoup plus large, c'est beaucoup plus ouvert, et ce qui est questionné et questionnant, c'est l'expérience elle-même. Et là, il y a d'autres champs en fait dans la philosophie qui sont plus à même en fait de porter ce type de regard. Je pense en particulier à la phénoménologie. Et moi, c'est à ces chapelles-là que j'appartiens, plus, voilà, pour répondre rapidement. Ok, génial, génial. Euh, c'est un monde, moi qui m'émerveille. Je vais pas te raconter d'histoire. Je suis pas vraiment dans ce monde-là, et c'est vrai pour t'avoir côtoyé un petit peu, et puis pour avoir aussi discuté avec des étudiants avec lesquels tu travailles, euh, c'est un monde passionnant. Et je suis très, très, comment dire, très intéressé à ce que tu proposes, parce que c'est pas mon monde du tout, et j'avoue que je kiffe t'entendre et t'écouter là-dessus. Parlons de photographie aussi derrière. Donc, tu dis aussi, je travaille beaucoup sur l'image et notamment sur la photographie. C'est quoi le lien et comment tu développes cette partie-là?
La photographie, elle m'intéresse parce que d'un côté, elle est limitative, c'est-à-dire qu'il y a un acte de prélèvement qui se fait, c'est-à-dire que tu Mhm. peux très bien aller dans un champ, ramasser une fleur, et c'est pas toi qui as fait la fleur, mais c'est toi qui impulse ce geste en fait de collecte. En fait, tu fais un choix, tu prends et tu déplaces. Et la photographie, c'est pareil. C'est-à-dire que la photographie, un peu comme la sculpture, c'est un acte de prélèvement. En fait, la sculpture, elle retire de la matière pour faire apparaître la forme. Et la photographie, elle prélève de la lumière pour faire réapparaître le monde qui se donne lui-même par la lumière. Donc il y a quelque chose de très mécanique. Ça, ce sont ses limites. Et à côté de ça, il a une spécificité en tant que médium, c'est que contrairement au dessin ou à la peinture ou à des quantités d'autres médiums, en fait, qui relèvent de la représentation, elle est indicielle. C'est-à-dire que elle naît par contact physique, direct ou indirect avec son modèle. C'est-à-dire que si je veux te prendre en photo, il faut que tu sois face à moi et que, tu vois, et ce que je prends en photo, en fait, Mhm. sont les photons que tu me renvoies. Donc, quelque part, si moi en face, je suis avec une caméra et un film ou avec un capteur digital, peu importe, physiquement, il y a des photons qui viennent toucher un support d'enregistrement. Soit ça va être chimique, la réponse, et j'ai un film, tu vois, négatif. Soit ça va être digital et j'ai un fichier. Mais cette image-là, elle naît par contact avec toi. Donc, il y a toujours ce résidu de présence avec la photographie qui inclut un problème qui est celui de la croyance. Elle a trop tendance à faire valeur de preuve. On croit ce qu'on voit, alors qu'en réalité, on voit ce qu'on croit. Et c'est là où elle pose beaucoup de problèmes. Elle est beaucoup plus. En fait, là où elle m'intéresse, c'est que d'emblée, à cause de cette spécificité-là, elle est dialectique. Et elle pose un problème, elle crée une collusion entre son contenu, qui est iconique, et sa nature, qui est indicielle. C'est pour ça que je l'utilise beaucoup. Mais moi, en tant que photographe, par exemple, j'ai glissé, j'en suis sorti, je suis parti du côté de la poésie à cause précisément de ses limites. Je me sentais pas, j'arrivais pas à produire les choses que je voulais produire, j'arrivais pas à questionner. Elle a un espèce de côté pour moi qui est réponse immédiate, plaquée, assez rapide, comme une espèce de phrase, j'en sais rien, une phrase courte et rapide avec voilà, sujet, verbe, complément, paf, c'est fait. C'est trop, elle est trop immédiate, quoi. Je lui reproche rien, hein. J'aime beaucoup la photographie, quoi. Mais plus comme point d'appui théorique, justement, pour aller vers la représentation. C'est bien pour ça que tu vas chercher plus loin sur de la philosophie, sur des études aussi de psycha, comme tu le disais, et chercher autre chose qui sorte Ouais. de la simple photo. Euh, Parlons un peu de toi et de ton évolution vers tous ces domaines-là. Est-ce que tu as un petit retour sur comment tu as appris ces choses-là et comment... Alors, tu m'as dit, je suis tombé dedans ou entre guillemets, c'est le milieu qui m'a attiré. Mais voilà, un peu plus techniquement, est-ce que tu as des petits retours d'expérience de tout ça et de comment tu t'es plongé dans tout ça? Alors là, la question, c'est parce que soit on est côté photo, soit on est sur l'ensemble. Ouais, En plutôt fait, sur on l'ensemble. demande sur le CV, enfin, pour faire plus clair, soit je te fais une réponse en 2 minutes, soit je te fais une réponse en 10 minutes, quoi. C'est laquelle que Bon, tu veux, les deux. entre les deux, entre les deux, laisse-toi aller, David, entre nous. Non, la photo, oui, effectivement, je suis tombé dedans quand j'étais petit parce que j'ai un père photographe, parce que j'ai un oncle photographe, parce que la photo a toujours été là à la maison, des appareils, Hmm. des images, des films, des négatifs, et puis toujours enfin, le labo, les cuvettes, tous ces sons et ces odeurs, etc., etc. Mais je suis pas allé vers ces études-là, moi, d'emblée. J'avais une attirance, une appétence pour quelque chose d'artistique. Mais les études que j'ai faites initialement, c'était des études de cuisine. J'ai fait un CAP, un BEP de cuisine traditionnelle, parce que c'était le diplôme pratique à tous les sens du terme, c'est-à-dire que d'un côté, tu es praticien, et le côté pragmatique en fait de la chose, c'était que dès lors que tu es diplômé, tu peux partir et bosser et être tu vois, nourri, logé, blanchi et payé de partout. Et moi, l'objectif, c'était ça, quoi. Donc à 16 ans, j'avais un CAP, un BEP de cuisine. J'ai bossé 4 ans dans ces métiers-là. Et ensuite, je me suis orienté vers la photo. Enfin, je me suis orienté vers la photographie. La photographie qui a toujours été là, je l'ai rencontrée Hmm. sur mon chemin et boum, ça s'est fait, quoi. Mais j'ai commencé à travailler de manière empirique, autodidacte. J'utilisais ce que je savais et j'étais filmeur en fait pendant quelques années, à travailler sur les plages, à travailler sur les pistes de ski, ce genre de photos-là, quoi, du portrait essentiellement.
enfants, famille, enfin bref. Et quand j'ai fait ça, je me suis retrouvé fait de vie, quoi. Je me suis retrouvé à habiter en Allemagne, à Francfort. Et là, j'ai un peu plus questionné en fait ce que je faisais en tant que photographe, cet aspect pratique. Si je voulais le garder pour son aspect, c'est super, je fais des saisons, je gagne de l'argent, ou si je le prends, je le creuse, je passe d'autres diplômes et je vois dans quelle mesure je peux pas devenir photographe professionnel. Mais quoi, je savais pas vraiment quoi, quoi. Bon, bref, j'ai passé 2 diplômes photo en candidat libre, 2 diplômes d'État, et pour passer ces diplômes, j'étais venu m'isoler en France quelques mois et il se trouve que j'ai découvert une école que j'ai faite. Je suis resté un an de plus. Une école qui était merveilleuse, qui s'appelait Image Ouverte, avec quelqu'un qui était aussi merveilleux, qui s'appelait Serge Gall, qui dirigeait cette école-là. Et c'était d'une grande richesse, d'une grande ouverture. Et là, en fait, avec ces 3 diplômes de pratique et de photo en poche, là, j'ai su et compris que c'était effectivement la photo qu'il fallait que je garde et surtout mes études qu'il fallait que je fasse. Les études que j'avais pas faites quand j'avais décidé d'être cuisinier, il a fallu que je les fasse. Donc c'était toujours un peu dans l'air. Le problème est toujours celui de le problème est toujours celui de trouver du temps, tu vois. Donc quand tu es engagé dans une vie qui veut dire professionnelle, qui veut dire sentimentale, qui veut dire familiale, est-ce qu'il y a la place, tu vois, de poser un registre de plus estudiantin dans la mesure où les journées font 24 heures et les semaines 7 jours? Donc c'est une question que tu te poses et la réponse en fait elle est assez rapide, hein. C'est si tu veux le faire, si tu as besoin de temps, tu le trouves le temps. Si ça passe, ça passe. Si ça passe pas, tu peux découper les années. Quand tu es toujours dans un monde professionnel, à la fac, on te permet toujours de faire 1 an en 2 ans au besoin. Et donc, je me suis dit, OK, j'y vais. Donc, j'ai passé mon bac, plutôt qu'aller vers les beaux-arts que je voulais faire quand j'étais gamin. Et avant d'aller faire mon CAP, mon BEP de cuisine, je suis allé du côté de la fac. J'avais pas mal de diplômes de pratique. J'étais aux beaux-arts en cours du soir aussi pour le dessin. Et donc là, j'ai fait art plat, j'ai fait un DUG, j'ai fait une licence, j'ai fait une maîtrise. Et à partir de là, j'ai arrêté, j'ai bifurqué, je suis allé du côté de la théorie. J'ai fait un DEA, liens sociaux, liens symboliques, philo, psycha, ethno, enfin bref, tout un bunch de, tu vois, de trucs super, super intéressants qui me permettaient d'aller chercher d'autres outils et d'en aiguiser d'autres pour mon sujet qui était déjà là, la représentation. Et après, je me suis inscrit sur un doctorat, j'y suis resté tranquillement pendant 5 ans pour avoir le temps de le faire et de le, je voulais pas le faire vite en fait. Je voulais le faire pour être à l'intérieur et en bénéficier. Je savais que, tu vois, c'est comme quand tu le lâches, quand tu soutiens, après ça devient comme un enfant qui grandit, tu vois. Mais cette période de gestation, en fait, les 5 années là où tu lis et tu écris ta thèse, ça c'était génial, quoi. Donc voilà, la réponse elle est là, tu vois. J'ai répondu par mon CV, quoi. C'est comme ça que j'ai fait de la cuisine jusqu'à la philo en passant par la photo. Mais tu sais, sur le point d'origine, prendre de la matière, de la transformer, agencer des couleurs pour solliciter un sens qui est celui du goût, prendre des photos, agencer des formes et des couleurs pour composer une image qui va solliciter un sens qui est celui, tu vois, de la vue. Mm. Enfin, la différence, c'est que tes images, tu les vends dans une galerie et tes plats dans un restaurant, mais en soi, fondamentalement, si tu vois, sur l'aspect transformation, je me sens pas différent, quoi, dans l'acte de faire. C'est vrai que c'est des métiers assez on va dire, qui se ressemblent beaucoup, effectivement. Et il y a aussi un côté artistique aussi dans la cuisine que tu Oui. mets en place aussi et forcément que Ouais. tu développes, quoi. Ouais. Mm. Et si on reprend un peu tout ce passé là et toute cette évolution, est-ce que tu revois des points, on va dire des obstacles particuliers que tu as dû vraiment surmonter? Alors, tu parlais de la notion du temps, Mm. mais justement, c'est pas facile puisque bon, on a commencé des études, souvent on se réoriente, on repart sur d'autres choses, et puis finalement, il faut être sûr que c'est vraiment ce qu'on veut faire. Alors, Ouais. voilà. Comment tu vois ça, toi? Est-ce que tu as des idées, des souvenirs d'obstacles un petit peu difficiles à surmonter dans ces périodes-là? Euh, non, parce que non, 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 non. Non? Non, honnêtement, non. Il y a plusieurs types de réponses. La première réponse, c'est un obstacle. Tu sais vraiment à quoi il ressemble. Je veux dire, tu sais à quoi il ressemble concrètement une fois que tu l'as passé. Avant, c'est que de la projection. Donc là, il est toujours beaucoup plus grand
que la réalité. Et tu comprends, tu n'es pas en train d'escalader une paroi et puis tu es bloqué au milieu, quoi. C'est-à-dire, quand tu attaques quelque chose, c'est ce que je disais tout à l'heure, là, il y a 2 minutes, Mhm. si tu as besoin de plus de temps, si tu es dans une institution, parce que tu travailles, tu peux avoir plus de temps. Tu vois, tu demandes un dédoublement d'années et tu l'as. Donc, dans le temps même de la traversée du dit obstacle, il y a toujours des solutions que tu soupçonnes rarement quand tu es au pied de l'obstacle. Donc l'obstacle, tu sais à quoi il ressemble une fois que tu l'as passé. Et quand tu l'as passé, 9 fois sur 10, tu t'aperçois qu'en fait, c'était beaucoup plus, euh, beaucoup plus facile à gérer que ce que tu le pensais en théorie. Mais la pratique est toujours mieux là-dessus, quoi. La seconde chose que je dirais, c'est un truc que j'ai entendu moult fois. Quand j'étais donc, moi, en train de faire mes expos photos, en train de donner des cours, en train d'être papa, il y avait 3 enfants à la maison à l'époque, et de faire mes études, de lire mes bouquins, et de continuer à faire la fête, tu vois, parce qu'il y a des choses qui sont importantes que tu peux pas mettre de côté, sinon t'imploses. Donc, faire un apéro avec des potes, des fois, c'est aussi important qu'une matière à réviser, tu vois, il faut pas mettre tout de côté, quoi. J'avais pas mal de mes amis qui, eux, avaient des boulots, et ils avançaient sur leur registre, et ils n'étaient pas en train de changer de braquet, tu vois. Il me disait, waouh, ce que tu fais, c'est admirable, je t'admire. Et moi, j'ai toujours répondu non, pas sur un, pas sur un registre de fausse humilité, tu vois, mais c'est beaucoup plus simple, en fait, de faire des études plus tard, quand tu sais ce que tu veux, pourquoi tu le veux, et comment il faut te donner les moyens, et avec aussi un petit peu plus d'aisance financière que je le vois aujourd'hui avec mes étudiants, tu vois. C'est pas facile de ne pas avoir beaucoup de ronds, c'est pas facile d'avoir un appartement pour la première fois de sa vie, etc., etc. Et donc, quand tu mets le doigt sur quelque chose qui te porte, qui te plaît, qui t'aimante, tu vois, qui t'attire, que tu lis des choses qui te passionnent, qui t'intéressent, que tu passes des partiels qui sont tous intéressants, que tu rencontres des matières, des profs, que quasiment chaque année, tu te prends un diplôme en plus, tu vois. Narcissiquement, qu'est-ce que tu veux de plus, tu vois? Donc, non, c'est beaucoup plus facile, quoi. Donc, obstacle, ouais, ok, mais au minuscule, mais vraiment minuscule, tu vois. Oui, je reviens sur ce que tu dis, hein, la passion, l'envie, ça fait gommer pas mal justement de difficultés ou d'obstacles comme on pourrait les appeler, c'est sûr. Ouais, C'est sûr. Justement, là, on en parlait, tu en parlais un petit peu de tes étudiants. Comment tu retranscris ça, toi? Parce que justement, tu enseignes sur avec des étudiants en photographie, tu enseignes aussi à l'École nationale, si je ne me trompe pas. ouais. Tu enseignes l'histoire de l'art aussi, si je ne me trompe pas non plus. Enfin, tu enseignes beaucoup de choses tout autour de ça. Comment tu utilises justement cette expérience, toi, pour le retranscrire et puis pour transmettre cette passion? Parce que je pense que c'est quelque chose d'essentiel. Ah oui, en fait, transmettre, je sais pas dans quelle mesure c'est quelque chose qui vraiment, ça s'apprend sans doute. Il doit y avoir une part, si tu veux, qui est là en tant que c'est toi, le Mm. sujet que tu es, tu vois. Il y a des gens qui transmettent, comme on dit, et il y a une parole, si tu veux, qui est portée et qui est posée. Donc, moi, je Mm. peux répondre qu'à partir du retour étudiant. Quand il est positif, ils vont te dire, parce qu'il y a du retour étudiant aussi qui est négatif, tu vois, ils vont te dire, bon, je comprends rien à ces cours, quoi, tu vois. Bon, et ce qui est largement possible. Mais d'autres, si tu veux, la chose qui revient, qui est un petit peu chronique, c'est au-delà du point d'intérêt, au-delà de ce qui est véhiculé autour de certains sujets, c'est, on me dit, ouais, on sent que tu es passionné par ce que tu essayes de véhiculer, de déplacer. Donc ça, c'est une chance, parce que c'est beaucoup plus simple, si tu veux, de déplacer quelque chose qui te plaît. Enfin, des fois, moi, je pars bosser, je suis dans mon train ou dans ma voiture ou sur mon vélo et je me dis, où est-ce que je vais là déjà? Ah oui, je vais à tel endroit. C'est quoi le cours de ce matin? C'est tel cours et c'est peut-être un cours que j'ai donné depuis 10 ans, tu vois. Et je me dis, ah, génial, je suis content moi-même d'assister à mes propres cours que je donne parfois depuis 10 ans, tu vois. Donc, facile d'être passionné quand tu vois, je vais faire quelque chose que j'aime. Donc, youpi, je n'ai même pas le sentiment de travailler. En plus, je suis payé. Donc, à partir de là, si tu veux, le terrain est plutôt sympa pour partager. Après, ce que moi, je leur dis aux étudiants, c'est que il y a des choses qu'on aborde qui sont hyper compliquées. Moi, des fois, je dis en 3 heures des choses que moi, j'ai mis 30 heures, par exemple, à condenser en 3 heures. Euh, je peux les déposer comme ça en donnant tous les raccourcis, toutes les clés, tous les outils, tous les raisons d'être. Mais il faut un temps d'intégration. Et ce temps d'intégration, parfois, c'est pas un mois, parfois, c'est pas un an, ça peut aller jusqu'à plusieurs années, quoi. Donc moi, tout ce que je leur dis, c'est de surtout pas se mettre dans une urgence
qui est celle de la compréhension immédiate, parce que sinon ça va créer une frustration. Au-delà de la frustration, ils vont même imaginer qu'ils sont intellectuellement handicapés, tu vois, qu'il y a un manque quelque part. Non, les process d'acquisition de certaines matières sont super longs. Donc moi, ce que j'essaie de faire, c'est de ne pas les mettre sous pression, tu vois, c'est tout. Après, quand tu travailles sur certains diplômes d'État, ben là, il y a des Ouais. échéances. Ou d'autres diplômes, tu vois, oui, il y a des partiels, oui, il y a des trucs comme ça, quoi. Donc j'essaie de penser quelque chose qui soit ergonomique pour eux, qui me permette, moi, de les évaluer correctement pour donner une note, tu vois, parce que l'institution attend des notes. Dans les endroits où c'est moi qui crée la pédagogie, là, je note pas, mais le suivi est beaucoup plus long parce que ça se passe, tu vois, entre étudiants, il faut parler, etc. En fait, je passe mon temps à tenter une chose, c'est de rassurer. Et comme tous les Mm. enseignants, à répéter la même chose de façon différente. Tu vois, il y a ce côté écolalique, quoi. On fait que répéter, répéter, répéter les choses de manière toujours différente, mais par un biais, des fois, tu as un étudiant qui là, hop, déclenche et qui te dit, ça y est, j'ai compris. Ça fait Mm. 1 an que je t'entends parler de ça. Là, aujourd'hui, j'ai compris. Et voilà, pour lui, c'est bien. 1 an, d'autres vont plus vite, d'autres mettent plus de temps. Ça, c'est pas grave en soi. Ouais, c'est le top, c'est top. Je continue sur cette partie-là, puisqu'on a dit que tu avais quand même pas mal d'étudiants différents ou pas mal de publics différents. Comment tu t'adaptes justement à tes différents publics et on est d'accord que le but du jeu est toujours de planter la graine qui germera plus ou moins vite par la suite. Mais voilà, tu peux nous parler un petit peu de ça, d'abord des différents publics que tu as et puis comment tu t'y adaptes? Les publics, en fait, ils vont de. Je bosse et je gère d'ailleurs pédagogiquement une année préparatoire, en fait, qui prépare au concours des Mm. beaux-arts, etc. Une année prépa art. Voilà. Donc là, c'est comme des premières années fac, tu vois. Ils sortent de Mm. leur bac, ils sont tout frais. Ils pensent parce qu'ils dessinent quelques trucs depuis. Donc là, Donc, tu as ce type de public, et l'autre type de public, ça va être la conférence donnée, par exemple, dans une institution qui propose des expositions artistiques, comme à la Fondation Van Gogh, avec laquelle je bosse sur Arles. Et Mhm. donc là, tu as des gens, tu vois, de tout horizon, qui ont une maturité, qui ont des savoirs aussi professionnels et théoriques. Et au milieu de ça, il y a mes étudiants de licence, tu vois, en cinéma, en art plastique, ou mes étudiants de philo, de master, là, en philosophie esthétique, ou effectivement des workshops à l'école de la photographie, mais c'est sur la formation continue, des workshops d'histoire de l'image, de racines de l'image, les racines occidentales de l'image, en fait, les bases Mhm. théologiques chrétiennes et les bases philosophiques antiques. En fait, je m'adapte pas. C'est eux. Ouais, non, c'est-à-dire que ce que je propose, si tu veux, euh, il y a pas 10 000 façons de le présenter, si tu Mm. veux. Tu peux changer les mots. Tu peux prendre des mots qui ont moins la précision de certains champs d'application, moins les néologismes, moins tout, moins. Mais si tu veux, la pensée de l'image, par exemple, je disais la théologie chrétienne on va dire, 8e siècle pour aller vite, toute la période iconophile, iconoclaste. Si tu veux, ce qui a été réfléchi là, ce qui a été pensé là, c'est hyper compliqué. Mais c'est d'une complexité, mais affolante, quoi. Mm. Et donc, à cet endroit-là, si tu veux, tu peux prendre des mots simples, tu peux faire des phrases simples, mais ces choses-là restent compliquées en soi. Donc, je peux m'adapter, si tu veux, si je fais une chose, en fait, je fais une chose, je travaille un peu comme un berger, tu vois, c'est-à-dire que j'essaie, par mon regard, de garder tout le monde ensemble, sans envoyer les chiens, quoi, tu vois. C'est-à-dire que j'ai besoin, moi, de savoir si tout le monde est encore là. Parce que tu as des gens qui peuvent être là physiquement, tu vois, mais ça fait Mm. longtemps qu'ils sont ailleurs. Ouais, ouais, ouais. Donc l'idée, si tu veux, c'est par endroit de pas terminer les phrases, ou de transformer une phrase en question, ou de mettre la balle dans leur camp Mm. et de les inviter à réfléchir et de voir un petit peu comment le collectif avance. Et là, tu sais, en fait, si tu es en train d'aller trop vite, si tu es allé trop loin, si c'est trop compliqué. Et donc, à cet endroit-là, tu te mets à travailler en marche arrière, tout en faisant des phrases à l'endroit, tu vois, mais tu travailles en marche arrière. Et tu repasses par des endroits où, tu vois, pour recoller les choses, quoi. Mm. Il n'y a pas de. L'idée, en fait, c'est pas qu'ils aient à partir du lieu en ayant beaucoup à apprendre, mais qu'ils partent du lieu en ayant assez compris pour pouvoir avancer seul après. Et ça, je pense qu'on peut le faire qu'en lâchant.
à longueur de temps, tu vois, des baromètres. Et à cet endroit-là, c'est sûr que l'interaction, transformer un peu le lieu en espace de séminaire, ce qui est moins facile quand tu as un amphi de 200 personnes, tu vois, mais ouais. C'est Ouais. bien de laisser l'étudiant finir la phrase, donner la réponse, faire apparaître sa compréhension, ça motive aussi les autres, tu vois. Je suis pas en train de parler d'un truc, hein. Je suis en train de parler de quelque chose qui se fait naturellement c'est parce qu'ils sont tous super intelligents, tu vois. Et quand tu es en face de toi, comme je disais, tu en as 200, t'imagines, ça fait quand même 200 cerveaux qui se mettent à bosser ensemble, quoi. C'est comme un render farm. Tu as vachement d'espace. Tu as de la mémoire vive, quoi. Oh, c'est génial. Tu penses que ta façon d'apprendre, ta façon d'enseigner a évolué au fur et à mesure des années? Tu disais, ça fait certains cours depuis plus de 10 ans que tu les fais. Est-ce que tu vois une évolution, toi, ou une évolution par rapport à ton public aussi qui s'est mis en place, ou c'est toujours Ouais. la même? Ouais, il y a deux questions en une encore. Alors, Oui, encore? Ah oui, moi, c'est ouais, ma spécialité. c'est pas un souci. Faut juste les repérer pour pas. La première chose, c'est ouais, j'ai changé. J'ai changé dans la mesure où je vieillis, je prends des rides, j'épaissis en fait mes savoirs, je répète des cours, donc je les patine, je peux les. Et je sais qu'il y a certains cours, parce que par exemple, ce qu'ont fait les théologiens au 8e siècle, on était là-dessus, donc je reprends ça à la Oui, volée. Ça, moi, je peux pas dire aujourd'hui, ah, ça fait 30 ans que je fais ce cours-là, j'en ai marre, je passe à autre chose. Je peux pas. C'est une racine fondamentale de l'image en Occident. D'accord? Donc ça, je peux pas. Et je me rends compte qu'en fait, ce cours-là, chaque fois que je le fais, ben, je le comprends de plus en plus, quoi. Donc, d'une certaine manière, je suis en train de dire que le prof que j'étais il y a 20 ans sur ce cours-là, il était moins bon que le prof que je suis aujourd'hui sur ce cours-là, et peut-être encore moins bon que celui que je serai encore dans 10 ans, tu vois. Donc, non, ça évolue, il y a une maturité qui se met en place, il y a une aisance, tu multiplies les expériences, donc tu sais aussi quels sont, par les étudiants, tu sais aussi quelles sont les poches, les espaces qui sont délicats. Donc à cet endroit-là, tu prends plus de précautions, tu y vas, tu y retournes, tu y reviens, tu questionnes, tu vois, plutôt que avant, j'avais peut-être tendance à aller trop vite, je pensais que c'était acquis. Il y a un autre qui est bien, il y a une autre chose qui est très importante aussi, c'est que je suis beaucoup plus tranquille, si tu veux, moi. Quand moi, j'ai commencé à enseigner, quoi. J'avais, je sais pas, 24, 25 ans. Aujourd'hui, j'en ai 55. Euh, Si tu veux, j'ai pas grand-chose à prouver dans la mesure où je sais très bien que certains cours, s'ils ne marchent pas, euh, ça vient de l'endroit, ça vient du moment, ça vient rarement de moi. Avant, quand certains cours ne marchaient pas, toujours je pensais que ça venait de moi. Donc ça a créé, si tu veux, l'énergie était pas bonne, l'énergie était différente, tu vois. Donc c'est ça, quand tu patines un peu tout ça, il y a beaucoup plus d'aisance. Et l'autre question dans la question, c'était le public. Ouais, le public a changé. Le public a changé, c'est-à-dire que le niveau d'écoute est différent. Et fondamentalement, ce qui a changé, c'est l'attention. C'est-à-dire qu'avant, il y a 30 ans, les gens de 20 ans n'avaient pas une attention qui était autant confisquée par tous les outils technologiques qu'ils ont dans la poche, dans la main, dans la tête, sous les yeux, de partout, quoi. Il n'y avait pas de réseaux sociaux. Et donc, si tu veux, le rythme était quand même différent, la captation était différente, la participation était différente, la compréhension était différente. Aujourd'hui, il faut beaucoup plus aller les chercher, il faut beaucoup plus faire attention, si tu veux. Là, peut-être que pour le coup, je vais me contredire, et il faut effectivement envoyer les chiens là pour les garder ensemble. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que il reste présent, intelligent. Tu vois, oui, je perds personne aujourd'hui. Enfin, j'ai encore jamais dit. Voilà, ces cours-là que je faisais il y a 30 ans, ils étaient compris en 3 séances. Aujourd'hui, il me faut 6 séances pour que vous les compreniez. Ça veut dire qu'en gros, vous êtes passé de la quatrième à la deuxième, quoi. Vous ramez. Non, ça, c'est pas vrai. Il reste pertinent, intelligent, mais il faut un petit peu plus les intéresser. Je suis pas en train de dire qu'il faut passer en mode grand. Voilà, c'est pas le Club Med, quoi. Mais il faut vraiment être un petit peu plus attentif pour justement maintenir, tendre, si tu veux, cette attention qu'ils ont tendance à perdre trop vite parce que leur tête part dans tous les sens, là, comme leur texto et comme leur. Ils sont hyper sollicités, quoi. Voilà. oui, oui. Bah, on le vit tous, et je pense qu'on a certains formateurs ou profs qui sont, qui sont en train de nous regarder, à mon avis, qui se sentent le vécu. Euh,
deux petites questions pour conclure. On parlait justement de la technologie. Et comment tu vois justement cette évolution? Alors, on va dire, encore une fois, je vais essayer de ne pas faire deux questions en une, mais dans l'apprentissage de l'art, comment tu vois, toi, dans ton domaine, au-delà de l'aspect, oui, bien sûr, ça nous déconnecte et ça nous parfois nous empêche d'être vraiment 100% connectés sur ce qu'on veut faire. Mais est-ce que tu vois une évolution, toi aussi, dans ton domaine due à cette technologie, un peu positive, s'il y en a une? Euh, je vois pas une évolution un peu positive, je vois une évolution hyper positive en fait. C'est-à-dire, c'est juste génial, quoi. C'est-à-dire qu'avant, Mm. on va faire ça, tu vois, on va créer une espèce de, on va jouer sur la carte de la temporalité. Avant, tu avais un cours qui t'avait intéressé, il faut que tu te déplaces, tu vas à la bibliothèque, tu trouves le bon bouquin, est-ce qu'il est là, est-ce qu'il n'est pas là, tu as droit à en prendre deux, trois maximum, ok, tu les Mm. prends, faut que tu les lises, etc. Aujourd'hui, fait, tu vois l'histoire, tu rentres chez toi, tu vas sur les bonnes bibliothèques de partage, tu récupères ton PDF, tu visites tel site, tu as des gens qui proposent des quantités de formations de qualité, il faut les trouver, certaines sont payantes, tu as des gens qui jouent beaucoup sur les technologies, la carte du partage, tu vois, qu'on aille de système Linux à d'autres, je veux dire, le don, la donation, le partage, l'échange de savoir, comme on laisse un livre dans un train, tu vois. Mm. Là, tu as des gens qui proposent des conférences en ligne, il y a des choses qui sont merveilleuses. Moi, je sais que je produis des documents PDF à mes étudiants avec des liens, ils ont qu'à cliquer, tu vois, ils ont des quantités de conférences, ils peuvent s'enrichir. Ah non, je vois la technologie comme quelque chose d'hyper positif. Mais après, comme toute chose, tu vois, ça peut devenir négatif. Enfin, ça dépend de la manière dont tu abordes l'outil, ce que tu en fais, ça dépend de ton autodiscipline aussi. Tu as des gens qui savent éteindre leur téléphone, tu as des gens, tu vois, mon téléphone, il rentre pas dans ma chambre, quoi. C'est pas son lieu. Je me méfie de moi, je me méfie tu vois, du rapport que j'ai à ce truc. Mais si tu as cet aspect, si tu veux, euh, cette autonomie, cette ergonomie, comment ça s'appelle? Je cherche un mot, faut pas chercher parce que sinon ça fuit. Cette honnêteté aussi. Mm. Non, moi je pense que les technologies sont euh, c'est pas quelque chose moi qui me fait qui me fait peur ou reculer ou je suis content qu'il y ait toutes ces technologies. Je suis content de vivre cette ère même si elle est un peu particulière mais ouais. Et pour conclure sur ce point-là, l'arrivée d'intelligence artificielle qui nous permettent maintenant de faire de l'art, si j'ose dire, comment tu vois ça, toi, de ton côté C'est un outil de plus. Je veux dire, c'est un ouais, outil de plus qui remplacera pas l'humain. Je crois que dans l'intelligence artificielle, il y a intelligence, ouais, mais il y a et artificielle aussi, tu vois. artificielle. Ouais, donc il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mm. Je veux dire, quand bien même quelque chose peut arriver à intégrer, bon, ce qui est vraiment pas le cas, on en est loin, et parce que ce genre de mobilité psychologique, c'est vraiment propre à l'humain, tu vois, mais quand bien même on arriverait à paramétrer une machine pour qu'elle soit aussi sautillante, elle puisse se dérégler autant que nous, on puisse le faire, tu vois, qu'elle inclut une forme d'inconscient et qu'elle inclut des traumas, etc., quand bien même il y aurait ça, qu'elle serait de toute façon paramétrée par de l'humain, et c'est lui qui la gérerait, tu peux l'allumer et l'éteindre. Non, je pense que c'est un outil pratique. Je pense pas que c'est la solution à toute chose. Je pense que l'étudiant qui va utiliser cette chose-là pour s'éviter d'apprendre, bah, lui, il a rien compris. Mais voilà, bon, c'est pas grave, quoi. Je veux dire, c'est son problème, moi, c'est pas le mien. De toute façon, les étudiants le savent, les questions que je pose, les partiels que je propose, les citations que je fais sortir ne peuvent pas être traitées par une intelligence artificielle. Je la vois apparaître au bout de 5 lignes et c'est encore plus con en soi que la plus mauvaise des copies. Donc, ça marche pas de mon côté, j'ai pas de problème pour les évaluations, mais non, non, l'outil, je le vois. Ouais, il est... ouais, je suis curieux de voir ce que ça peut donner et générer des problèmes qui seront à solutionner aux choses positives qui seront engendrées. À voir. Tu vois, c'est tellement frais, et on peut pas faire une histoire de notre propre temps, quoi. Donc, il faut laisser un petit peu le temps à ces choses-là pour avoir déjà du recul, un rétro et regarder ce qui se passe dans le rétro, quoi. Voilà. Ouais, comme toutes les inventions et comme toutes les évolutions Ouais. importantes qu'on a pu avoir, je pense qu'on a dû Mm. dire la même chose de la machine à coudre ou de la machine à vapeur. Ouais. Pour conclure, David, est-ce que tu as des projets? Est-ce que tu as des choses en cours que tu aimerais nous donner ou c'est quoi là l'actu?
Ouais, Ton actu. des projets toujours, parce que sinon je meurs, hein, je crois. Ouais, ouais, non, les projets, c'est toujours l'écriture, écriture fragmentaire sur des questions de représentation, donc publication. Là, j'ai un bouquin qui est sorti il y a 2 ans maintenant, qui s'appelle Avec les cils comme rideau, aux éditions de Les Pairs. Là, je suis sur un autre bouquin de fragments poétiques qui questionne la représentation, qui s'appelle Avec les plis du temps ne se repassent pas. Et je suis toujours aussi sur l'écriture de conférences, en fait. Donc voilà, il y a des questions d'atelier, des idées de photographie aussi qui reviennent. Il y a toute cette activité. Mais tout est mélangé, en fait. Que je donne un cours, que je fasse une conf, ou que j'écrive un bouquin, ou que je sois à l'atelier, ou que je fais la même chose, en fait. Enfin, il n'y a pas de frontière entre théorie et pratique. Voilà, donc je pratique tout le temps sans forcément théoriser. Et quand on est passionné, qu'on fait ce qui nous passionne, il n'y a pas de raison, tout avance, hein. C'est ça, ouais. On n'a pas le sentiment de travailler, entre guillemets. Entre guillemets. Non, non, vraiment pas. Ok. Ouais. Mais je te remercie, David. J'ai une dernière petite question, parce que je la pose à toutes les personnes que j'ai interviewées. Qu'est-ce que tu as appris, toi, récemment? Est-ce que tu as quelque chose qui te vient en esprit comme ça? Ah, c'est fait exprès, à chaud. Ouais, ouais, à chaud, ouais. Qu'est-ce que j'ai appris récemment? Euh, Qu'est-ce que j'ai appris récemment? J'ai appris récemment, alors le récemment est tout frais, c'est hier soir dans un bouquin justement sur la philo et les arts, qu'un tableau abstrait avait été fait genre au IVe siècle avant notre ère, une petite histoire qui se joue entre deux peintres. Voilà, j'ai appris ça hier soir en me couchant. Et je trouve ça très beau, très poétique. Et le tableau a disparu. C'est encore plus beau. Ah, d'accord. On le verra jamais. Ou pas. Si tu fermes les yeux et t'imagines, ça aussi c'est la représentation. Voilà. Super. Je te remercie beaucoup, David. Merci encore Merci une à toi. fois d'avoir donné un petit peu de ton temps. Et puis, ben, je mettrai tous les liens pour que les gens qui souhaitent en savoir plus, pardon, sur ce que tu fais puissent aller le voir. On mettra les liens en commentaire. Merci encore. Je t'en Et prie, merci à puis, à toi. très bientôt. À Merci. bientôt. Ciao, ciao. Au revoir.